Bonjour bande d'archéorollistes. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter, et même d'interviewer d'ailleurs, Pierre Rosenthal. Enfin, Rosenthal, on peut dire les deux. Pierre Rosenthal donc m'a accueilli en novembre dernier dans son appartement de Paris où il m'a consacré une part significative de son temps. Sur toute cet après-midi, en compagnie de M. Rosenthal, il y a eu 9 heures de discussion. Sur ces 9 heures de discussion, j'en ai filmé 2h30. Sur ces 2h30, 2 heures étaient particulièrement intéressantes. Et sur ces 2 heures, j'ai réussi à en tirer 1h20 de vidéo. En 3 parties, parce que sinon ça fait trop long. Et ce que vous regardez actuellement, c'est la première de ces parties. Première question. Bonjour, monsieur Rosenthal. Pouvez-vous, enfin, peux-tu, puisque tu m'as proposé qu'on se tutoie, te présenter auprès de mes followers qui sont assoiffés de savoir rôlistique? Eh bien, je suis un vieux rôliste qui a, à l'époque, au moment où on tourne cette vidéo, 62 ans, et qui a commencé à jouer vers les années 80. Et j'ai eu la chance de travailler dans Casus Belli, qui a été le premier magazine de jeux de rôle en France, où j'ai commencé par écrire un scénario, puis à être rédacteur en chef adjoint épisodiquement, puis à temps partiel, et enfin à temps plein. Après, j'ai été connu pour avoir créé 2 jeux de rôle. J'ai continué par faire des histoires à jouer, c'est-à-dire des livres dont vous êtes le héros, on va dire. Et puis, c'est à peu près tout dans le domaine du jeu de rôle. Pierre Rosenthal résume un petit peu trop brièvement sa participation au monde du jeu de rôle, vous verrez. 62 ans en 2023, d'après mes calculs, tu étais relativement jeune quand tu as rejoint les hordes de Casus Belli, non? Alors, 81, un peu moins de... ça devait être 81, 82, donc 80, 20, à peu près une vingtaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Puisque je suis né en 61, c'était en 81 ou 83. Il faut que je me rappelle. Oui, je suis sorti de l'école en 83. Et la première chose que j'ai fait, c'est aller à Casus Belli présenter un scénario qui n'était pas un scénario écrit par moi, qui est un scénario que j'avais joué, dont le MJ était un copain. Je lui ai demandé l'autorisation de retranscrire, enfin de réécrire ce scénario-là, et c'est celui que j'ai proposé. Donc le scénario que j'ai proposé n'était même pas un scénario à moi. Il y a même une vidéo sur ta chaîne YouTube, une vidéo de Lina, sur laquelle on vous voit, Croc, Gizerix, toi, puis un certain nombre d'autres participants. Vous étiez tous assez jeunes, en fait. Comme tous les gens d'un certain âge, quand on se voit plus jeune, ou qu'on se voit maintenant, on n'a pas l'impression qu'on a vraiment beaucoup bougé, sauf peut-être la coiffure. Ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. C'était une émission sur la 5, je crois. Et ils essayaient de contacter plusieurs personnes pour parler de ce que c'était que le jeu de rôle. Elle avait été plutôt pas mal, hein, cette émission, quand on la regarde. Il n'y a pas trop de lieux communs. Visiblement, le journaliste n'y connaît rien, mais il reconnaît qu'il n'y connaît rien. Il est là justement pour poser des questions. Et mon rôle dedans avait été, comment dire, on va dire entremetteur, parce qu'il m'avait demandé, on cherche quand même, est-ce que vous pouvez trouver un joueur, parce qu'on a déjà Croc qui est comme créateur, on a Didier Gizerix qui est là comme rédacteur en chef, on a Nedelec, je crois qu'il y avait Nedelec aussi comme créateur de jeu, et on voudrait un joueur. Et moi je me suis dit, ce serait quand même bien qu'on ait une joueuse. Et j'avais rencontré un petit peu avant une jeune femme qui, enfin jeune fille d'ailleurs à l'époque, qui jouait, et comment on va dire, là c'est pas
comment dire, c'est pas que j'ai voulu faire de la com, mais je me suis dit, si c'était une jeune fille qui jouait au jeu de rôle et qui était plutôt jolie, ça donnerait une meilleure opinion que d'avoir à nouveau un cinquième mec qui avait des lunettes et en surpoids. Voilà. Donc, bon, je lui ai avoué, elle m'a un peu pardonné parce que c'est pas comme ça que je voulais la présenter, mais c'est comme ça que je voulais que dans l'émission, il y ait quand même un panel un petit peu différent, que les gens ils se disent, ah, il y a aussi des filles qui peuvent jouer au jeu de rôle. Moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai commencé avec une MJ. Et dans les 30 ans où j'ai continué à jouer, je n'ai jamais eu de table où il n'y ait pas de filles. D'ailleurs, le monde du jeu de rôle ne s'est vraiment féminisé qu'à partir de la vague White Wolf, avec Vampire notamment. Est-ce que tu partages cet avis? Principalement Vampire, oui, mais bizarrement, moi c'est venu parce que tout de suite il y a eu une association, je ne sais plus comment elle s'appelait, peut-être pas la Mascarade, elle avait un autre nom, mais qui organisait des GN comme des Murders ou à thème vampire. Et donc les personnes allaient jouer à ces jeux-là. Il y avait beaucoup de femmes qui aimaient y aller pour faire un peu de cosplay ou de déguisement et là-dedans. Et en y allant, elles se sont mis après au jeu de rôle. Je pense que c'est la mythologie du vampire qui les a intéressées et qu'après elles se sont dit mais on va pas se déguiser et aller dans les caves tous les jours pour jouer à ça, même c'est ce qui leur plaisait le plus, je suppose, à l'époque, mais on peut jouer autour d'une table également. Tu es aussi, et cela m'intéresse tout particulièrement, un auteur de livres-jeux. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai créé Perceval le Gallois, Les Combattants de l'Ombre, Le Prisonnier et Fortune Inc. ou quelque chose comme ça. Je te retrouverai le nom. Une entreprise dont vous êtes le héros, qui là m'avait été confiée par un éditeur qui était spécialisé dans les livres de développement personnel et donc on voulait montrer la gestion et c'était le côté assez rigolo, c'est que le slogan c'était soyez tapis à la place de tapis. Et c'était à l'époque où TF1 essaye de racheter Canal+, ou inversement, et le but c'est qu'on était dans cette espèce de guéguerre. Et moi je ne connaissais rien à la gestion, je ne connaissais rien au management, mais j'ai fait pareil que pour Perceval ou que pour la Seconde Guerre mondiale. J'ai acheté des bouquins, je me suis renseigné, j'ai essayé d'apprendre un petit peu, mais bon, c'est un petit peu mon livre honteux celui-là quand même. Est-ce que tu as développé toi-même ou est-ce que tu as apporté des nouvelles règles à ce système de livre-jeu? Alors à chaque fois j'essaye de rajouter un petit peu, un petit truc un peu sympa, enfin, quand je dis sympa, qui moi me plaît parce que ça sort un peu de ma routine. Et dans celui-là, le système de règles, non, il n'était pas très compliqué, c'était le système de création de personnages. Le système de création de personnages, il était inspiré des tests qui étaient dans les magazines féminins comme Elle, Cosmo, et donc au départ, on disait, quand vous êtes dans telle situation, est-ce que vous feriez ceci, est-ce que vous trahiriez votre collègue, ou est-ce que vous le sauveriez malgré un blâme et tout, et donc vous gagnez un cœur, et là vous gagnez un pic ou deux trèfles, enfin c'était pas de cartes, et à la fin, on additionnait le nombre de cœurs, le nombre de pics, le nombre de carreaux, et on avait le personnage qui avait été créé. Donc, voilà, il y avait une création de personnages faite à base de tests féminins de magazines d'été. J'aurais pas osé citer les magazines féminins comme référence, mais bon, visiblement ça marche. Bon, pour reparler de Casus, comment était l'ambiance au sein de l'équipe? Super. Moi, j'ai travaillé 13 ans à Casus Belli. Je souhaite à tout le monde qui travaille d'avoir autant de plaisir à travailler dans cet environnement que celui-là. Parce que d'abord, tout le monde était gentil, tout le monde était sympa. J'ai jamais vu personne se tirer les pattes les uns des autres. Et on avait beaucoup de créativité et de liberté. C'est-à-dire que, en fait, quand on faisait un magazine, bon, on avait un peu de contraintes en disant il faut faire un petit peu des gens qui plaisent à tout le monde, donc du donjon,
du Cthulhu, on essayait de parler des nouveaux jeux, mais régulièrement, tous les 2 ou 3 numéros, on se disait, tiens, si on crée une cité, comme il y a eu la Élite, si on crée un temple, si on crée tel genre d'aide de jeu et tout, donc on essayait quand même souvent d'aller vers nos envies, en se disant, si ça nous fait plaisir, si ça nous donne envie, ça donnera envie au lecteur. C'est-à-dire que, à part le scénario donjon presque automatique dans chaque numéro, on a eu rarement des contraintes. Et quand je dis rarement, presque pas, puisque ce que les gens pensaient être souvent une contrainte, être dans un grand groupe, dont dans le groupe il y avait une société d'édition qui s'appelait Jeux des cartes, le responsable de Jeux des cartes, qui s'appelait Béard, est venu nous voir 2 ou 3 fois en nous disant quand même, j'ai pas vu d'article sur ce jeu, pourquoi vous en parlez pas? On lui a dit, écoutez, si on en parle, on risque de pas être vraiment positif, donc il serait peut-être mieux qu'on n'en parle pas. Il a dit, ah bon. Voilà, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a quand même une influence de ne pas descendre à fond quelque chose qui appartient au milieu où on est, mais on faisait ça souvent sur d'autres jeux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils étaient des cartes qu'on faisait ça. S'il y avait un jeu qui sortait d'un éditeur dont on savait que c'était pas un grand éditeur et qu'il allait avoir du mal, on n'allait pas dire du mal d'un jeu, même si on n'en pensait pas forcément du bien, juste pour le plaisir de descendre le jeu, quoi. Je suis tombé sur le test de la première édition de Shadowrun par Croc, qui d'ailleurs concluait « ouais, bof ». Est-ce que tu aurais conclu la même chose à l'époque? Il y avait aussi la liberté des rédacteurs, hein. C'est-à-dire que on connaissait des excusez-moi, on connaissait des rédacteurs qui avaient plus ou moins d'appétence pour un style ou un autre, et on s'était dit un domaine où il y a des gens qui se transforment en orques, en trolls, et ceci, ça plairait sans doute à Croc dans ce qu'il faisait jouer. On s'est dit, on n'avait pas trop d'idées ce que c'était Shadowrun. Pour nous, on avait quand même plus l'idée que ça tournait autour des transformations que ça tournait autour du cyberpunk. Sinon, peut-être que je me serais réservé le jeu pour ma propre chronique. D'ailleurs, c'est toi qui as fait la review d'un des jeux de Croc, Animonde. Est-ce que tu t'en rappelles d'abord? Et puis, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi, et où est-ce que tu penses que tu as réussi à rester impartial? Oui. Alors, j'ai dû avoir des difficultés à l'époque, puisque c'était un jeu de Croc, et j'avais quand même déjà... je connaissais Croc, et ça, je suis toujours embêté, et donc je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit, mais j'ai dû être embêté, parce que, connaissant l'auteur, c'est difficile d'être vraiment impartial. Donc je ne sais plus si j'en ai dit beaucoup de bien, beaucoup de mal, mais ça devait être un entre les deux pour essayer de... Quoi que j'ai pensé du jeu. Le succès n'a pas été là pour ce jeu de rôle de Croc, Animonde. Une des rares incursions d'ailleurs de Croc dans le domaine de la délicatesse. Je trouve ça un petit peu dommage. Partages-tu cette opinion? Alors, je ne me rappelle plus du tout, mais il me semblait que les règles étaient à la fois simples et compliquées. Je ne sais pas, ou peut-être qu'il manquait un peu de background pour savoir vers où on allait. Je ne suis pas sûr, hein, peut-être que là je me trompe. Mais ce que je sais, c'est que j'avais aimé quand même le jeu suffisamment pour proposer à Croc qu'il y ait une réédition. Et la réédition devait être dans la gamme Casus Belli présente Simulacre. Et il devait y avoir une édition parce que il me semble qu'avec 4 composantes et 4 moyens, et puis les règles telles qu'ils existaient à l'époque, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'humain, on devait peut-être s'approcher plus d'une résolution systémique de ce qu'ils voulaient faire dans le jeu. Ça a été quand même jusqu'au point de... j'ai commandé une couverture que j'ai, alors peut-être que tu pourras la monter en bon titre tout à l'heure. Il me semble que Tristan Lhomme a écrit même un scénario, mais la collection Simulacre s'est arrêtée parce qu'après 2 énormes succès qui étaient Cyber Edge et Capitaine Vaudou, on en a eu un 3e qui était Aventure extraordinaire et Machinations artefernales, qui a été un peu un flop, parce que bon, faire du steampunk,
20 ans avant le steampunk, c'était pas le bon moment. Enfin, il y a peut-être d'autres raisons, hein, quand même, je vais pas m'excuser à cause de ça. Et donc on avait été assez loin dans la réédition. Et puis bon, l'éditeur nous a dit non, on ne risque pas un autre flop. On en reparlera dans la deuxième partie de Simulacre. Mais ce que tu me dis là, donc, Animonde motorisé, comme on dit aujourd'hui, par Simulacre, ça aurait été vraiment quelque chose de très sympa. Peut-être, mais après, est-ce que c'est le jeu tel que voudrait le voir Croc? Est-ce que Croc serait dans le système? Est-ce qu'il le ferait avec quelqu'un d'autre? C'est possible, hein, il a fait des jeux qu'il a fait à plusieurs mains. Metal Machine ou Metal Hurlant. Heavy Metal. Heavy Metal. Heavy Metal, il l'a fait avec Mathias Twardowski. Scales, il l'a fait avec Gérard et Anne Garot, et puis une autre personne dont j'ai pas le nom qui me revient là. Donc il a travaillé en collaboration. Donc je pense qu'il serait prêt à travailler avec une ou deux autres personnes, et pourquoi pas. J'ai toujours été extrêmement amusé par le fait que plein de scénarios dans Casus Belli étaient annoncés compatibles pour Donjons et Dragons et pour Stormbringer. Est-ce que tu as des explications pour cette espèce de mariage un petit peu exotique? Le truc, c'est qu'on voulait que les gens ne se limitent pas. C'est-à-dire que quand on lisait un scénario et qu'on se disait ça n'a pas l'air d'être spécialement pour Donjons et Dragons, mais que pour un autre jeu d'Heroic Fantasy ça pouvait fonctionner. Il y avait Stormbringer, mais il y en avait peut-être d'autres, hein, Warhammer ou quelque chose comme ça. On disait toujours il peut marcher pour ceci ou pour cela, parce que comme ça, quand les lecteurs feuilletaient, ils se disaient pas ah ben non, c'est pas pour Stormbringer, je vais pas y jouer, ou c'est pas pour Donjons et Dragons, je vais pas y jouer. Et ce qu'on a fait aussi quand il y a eu Simulacre, pendant à peu près les 3-4 ans qui ont suivi Simulacre, on adaptait tous les scénarios avec les caractéristiques de Simulacre, puisque comme c'était un jeu générique, a priori, tout pouvait se jouer avec Simulacre. À part des règles de magie spécifiques, des choses comme ça. C'est assez difficile de gagner sa vie avec le jeu de rôle. Tu as l'air de t'en être sorti. Est-ce que tu peux nous donner ce sentiment à ce sujet? Ah non, mais ça a été colossal le jeu de rôle. Ça a été 13 ans à Casus Belli. Alors bon, c'est vrai que ça a commencé pas payé très cher, mais à la fin j'étais payé très correctement. Et comme j'ai dit, j'étais dans une équipe fabuleuse avec des gens plein de talent. J'ai rencontré un nombre d'illustrateurs ou d'écrivains ou de critiques, enfin de rédacteurs fabuleux. Donc non, j'ai gagné largement ma vie avec le jeu de rôle. Je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. As-tu fait des rencontres d'auteurs étrangers, outre francophones, au cours de toutes ces années? Non, pas spécialement, mais bon, j'ai fait les deux vraies rencontres que j'ai faites, c'est des gens un petit peu connus, parce que je rencontre de celles qui durent plus de 5 minutes. Hein. J'ai rencontré Greg Stafford, donc à la Gen Con une fois, puis une autre fois quand il était à Paris, et je crois qu'il y a pas mal de Français qui l'ont rencontré. Un type extrêmement ouvert, passionnant. Alors des gens disent qu'il est très intéressé au chamanisme, mais à toutes sortes de choses. Il avait fait un jeu quand même sur le roi Arthur, donc il était intéressé par plein d'autres cultures que la culture américaine. Donc pour moi, je ne l'ai pas senti vraiment américain, Middle West, quelque chose comme ça. Non, non, il était particulièrement ouvert à tout. Et je ne faisais pas de différence avec lui, entre lui et un autre auteur français, enfin européen. Donc Greg Stafford. Effectivement, c'est un de mes auteurs préférés. Le second avec lequel j'ai parlé pas mal de temps, c'est pas un auteur vraiment de jeu de rôle, c'est Peter Atkinson, qui a été donc le directeur de Wizard of the Coast, qui a fait, comment dire, qui a édité Magic the Gathering, donc ce qui lui a rapporté pas mal de sous. Mais lui, c'est un fanat aussi du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'au départ, sa boîte crée 2 ou 3 scénarios de jeu de rôle pour Donjons et Dragons. Et un peu le même principe que la Nef en France, qui avait écrit 2-3 scénarios pour Donjons avant de publier Rêve de Dragon. Et lui, son rêve, c'était de publier un jeu de rôle, de faire du jeu de rôle. Dès qu'ils ont eu de l'argent avec Magic,
il a racheté TSR pour pouvoir publier Donjons et Dragons. Parce que Donjons et Dragons, pour lui, n'était pas au niveau où ça pouvait être. Il engage, c'est Jonathan Tweet, je crois, qui a travaillé sur Ars Magica, Vampire et tout, en se disant il va me trouver un système qui est plus sympa et tout, qui donne donc Donjons et Dragons 3.5, qui est le système avec lequel j'ai le plus joué finalement. Enfin, peut-être pas. Peut-être à D&D ou 3.5. Enfin, en tout cas, que j'ai trouvé plutôt équilibré, qui marchait bien mieux que les autres, et qui, côté lui, plein d'argent et qu'il a... comment dire, et que Hasbro lui a tout racheté, il a racheté la Gen Con. Et la Gen Con, je suis pas persuadé que ça rapporte autant qu'il est dépensé, parce que c'est un fan du jeu de rôle. Il veut qu'il y ait du jeu de rôle, il vit par le jeu de rôle, et je l'ai trouvé extrêmement passionné. Donc voilà, j'ai deux expériences. J'ai croisé Gygax, mais Gygax, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me signer le Dungeon Master? Voilà, au revoir monsieur. Donc je peux pas en parler. Et d'autres auteurs. Si, Jonathan Tweet, justement, était très sympa aussi, mais bon, il a travaillé sur Ars Magica, donc c'est des gens qui s'intéressaient à la culture européenne, je veux dire. Et Ian Livingstone et Steve Jackson, tu as peut-être eu l'occasion de les rencontrer? Non, parce que c'était des Anglais. Les Anglais, c'est nos ennemis héréditaires. Tu n'as pas travaillé que dans le domaine du jeu de rôle. Peux-tu nous parler de tes interventions dans le domaine du jeu vidéo? Alors, jeu vidéo, j'ai travaillé pour 2 sociétés de jeux vidéo. J'ai pas créé de jeux vidéo. Oui, non, par contre, j'ai aidé les traductions de jeux vidéo. Enfin, j'ai fait aussi la traduction de Magic pendant les 7 premières années. Donc ça, j'étais assez content. Puis surtout, c'était extrêmement bénéfique au niveau financier, parce que sinon avec juste Casus Belli il y a des années où ça aurait été un petit peu difficile. Donc merci Magic, l'Assemblée, Magic the Gathering, et j'étais quand même content chez World of Warcraft ou chez d'avoir quand même aidé à créer des noms d'endroits, donc c'était sympa d'avoir un peu de création dans la traduction. Pour conclure cette première partie de l'interview, est-ce qu'il y aurait un regret ou peut-être un projet que tu aurais aimé mener au bout et qui ne s'est pas concrétisé? Quand j'étais plus jeune, ça n'a aucun rapport avec le jeu de rôle, hein. J'aurais bien aimé faire de la BD ou des romans, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que je suis un dialoguiste abominable. Et si en BD on ne sait pas faire des dialogues, c'est pas la peine de commencer. Donc et puis après écrire, peut-être. Il y avait Pierre Le Joyeux qui avait fait des livres dans l'histoire à jouer en même temps que moi, et on s'était vu une fois, et on s'était dit quand même, une fois il faudrait qu'on fasse un vrai livre. Et donc j'ai pas réussi à faire un vrai livre. Peut-être un jour, un temps que je m'y mets avant soit... Ah bah non, c'est trop tard. Merci monsieur Rosenthal. Quand je vois ces images, j'ai vraiment du mal à croire que j'ai passé une journée entière avec Pierre Rosenthal à discuter de ce qu'il a vécu lors de toute la progression du jeu de rôle francophone. Jeu de rôle francophone où Pierre Rosenthal a apporté une pierre significative, notamment avec le système de jeu Simulacre, dont nous avons discuté ensemble, et ce sera le sujet de la deuxième vidéo. Poussez-moi ce bleu, abonnez-moi ce clic, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.